Hi everyone and welcome. Today we are joined by Bonjour à Ray tous McGovern, et bienvenue. former CIA analyst Aujourd'hui, for nous sommes 27 rejoints years, par Ray McGovern, chaired the un ancien National analyste de la Intelligence CIA Estimates, pendant and also 27 ans, prepared qui a présidé les the estimations daily nationales du briefs renseignement for et President préparé les Reagan, briefings in quotidiens pour addition le to président Reagan, advising en plus de Henry conseiller Kissinger, if Henry I'm not Kissinger, mistaken. si je ne me trompe pas. Je pense Today donc you're que vous êtes a la great person personne to speak idéale with to pour make nous aider some à comprendre le sense of chaos qui règne dans le monde. chaos of the world. Encore une fois, nous Again, we voyons see l'Europe en now, guerre. Europe at war, obviously. On a l'impression d'avoir It's aussi quite as abandonné if we tous les all thrown principes, away all avec un gouvernement principles, complice, with the voire government being soutenant le complicit génocide and à maybe Gaza. backing the genocide Nous in semblons Gaza. également au bord d'une And guerre so majeure possibly si at the beginning of a Israël, major soutenu par war les if États-Unis, attaque l'Iran. Israel, supported by the US, attacks Iran, and if you get through all of this, Et there si might vous be parvenez à also traverser tout another cela, conflict down the road il if the pourrait economic aussi y war avoir between un the US autre and China conflit à l'avenir si la escalates guerre into économique entre les a États-Unis et military la state. Chine So s'étend au domaine it's not militaire. a great Ce n'est donc time. pas une période très favorable. J'espérais donc que vous pourriez peut-être nous éclairer sur ce sujet et sur la nature de ces défis stratégiques. Si l'on prend un peu de recul pour adopter une perspective plus large, voyez-vous un changement plus vaste dans l'ordre mondial ou comment interprétez-vous le chaos qui s'abat sur le monde? Eh bien, Glenn, comme vous le savez, à l'époque soviétique, il y avait une phrase favorite. La corrélation des forces mondiales. D'accord. Eh bien, ça signifiait quelque chose, car ce que les Soviétiques essayaient de faire, c'était de s'assurer que la Chine ne prenne pas l'avantage dans de bonnes relations avec les États-Unis et dans toutes sortes d'autres domaines. Corrélation des forces, c'est, vous savez, les bases des relations internationales. Il faut s'assurer d'avoir la force nécessaire pour faire face à toute autre force. Aujourd'hui, tout cela est bouleversé. Et j'ai eu la chance d'être responsable de la surveillance des relations russes soviétiques à l'époque, avec la Chine, à partir de 1964 lorsqu'ils étaient en conflit, qu'ils se tiraient dessus à travers les frontières lorsque la Chine revendiquait avec une certaine légitimité 1,5 million de kilomètres carrés de Sibérie. Donc il y avait là une revendication territoriale. Eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, après le Vietnam, lorsque ce conflit sino-soviétique est apparu en pleine lumière, je pourrais dire, la plupart des gens ignorent que les Chinois et les Russes étaient en concurrence pour le leadership du mouvement communiste mondial. Les Chinois faisaient de grands progrès et d'autres partis communistes les écoutaient davantage qu'ils n'écoutaient la Russie. Et cela est devenu si aigu pendant la guerre du Vietnam, lorsque l'archi-impérialiste, soi-disant, enfin, l'archi-impérialiste des États-Unis, essayait de faire la guerre au Vietnam, que chaque puissance socialiste a estimé nécessaire d'afficher ses références socialistes et d'aider le Vietnam. Avait-il besoin de beaucoup d'aide? Non, pas tant que ça. Mais la Chine leur a donné ce dont ils avaient besoin. Et lorsque les Russes ont essayé d'envoyer des fournitures par rail ou même par pont aérien au Nord-Vietnam, les Chinois l'ont bloqué. Pouvez-vous imaginer? Voilà à quel point ils étaient en désaccord. Ils ont renoncé à toute possibilité de productivité qui aurait pu découler d'une relation décente. Et Kissinger et Nixon, et j'étais là à l'époque, d'accord, ont vu cela. Ils se sont demandé, est-ce réel? Et nous avons dû vaincre les troglodytes de la CIA, comme James Jesus Angleton, qui disait, ah non, ce sont tous des communistes. Tous des communistes. Vous êtes trompés. Vous êtes trompés par ces communistes. Nous avons dit à Kissinger que non, c'était réel, d'accord. Et la suite, c'est que Kissinger est allé à Pékin, puis Nixon est allé à Pékin. Pour faire court, c'était en janvier 1972. Les négociations sur la limitation des armements stratégiques étaient pratiquement arrivées à leur terme, et Kissinger et Nixon nous ont demandé « Pensez-vous que les Russes sont sérieux ?» Et nous avons répondu oui, pour deux raisons. Premièrement, ils ne veulent pas s'engager dans une course aux armements avec les États-Unis.
Deuxièmement, ils craignent que votre ouverture vers la Chine permette à la Chine de développer une très bonne relation avec les États-Unis, et ils ne veulent pas que ça se produise. Donc nous avons constaté une certaine flexibilité, par exemple, un accord quadripartite sur Berlin, la première fois que cela arrivait à cette époque. Nous étions donc assez confiants. Oui, si vous acceptez leurs conditions, si vous négociez ce qui est devenu le traité sur les missiles antibalistiques, pierre angulaire de la stabilité stratégique pendant 3 décennies, de 1972 à 2002, lorsque le jeune Bush a décidé qu'il n'en avait plus besoin. John Bolton lui a dit « Sors de là », alors il l'a fait. Alors que s'est-il passé? Eh bien, j'étais à Moscou en 1972 parce que ma branche avait 2 personnes dans les délégations, que ce soit à Vienne ou à Helsinki, et une personne qui rédigeait des rapports pour les responsables à Washington sur ce qui se passait lors des discussions. Jack Matlock et d'autres avec qui je travaillais vraiment très étroitement, il était chef du bureau soviétique au département d'État, ils m'ont dit « Tu devrais y aller, tu sais, te rendre là-bas et en faire partie. C'est du concret. » Et je l'ai fait, et j'ai voyagé pendant 3 mois après cela. Mais c'était la période d'accalmie parce que je fais partie de ces gamins qui se cachaient sous le bureau, n'est-ce pas? Par peur des Russes. Bombe atomique. D'accord. Et voilà, nous avons rendu cela inutile, ou cela a rendu impossible pour l'un ou l'autre camp de penser qu'il pouvait lancer une frappe préventive sans être anéanti dans le processus. Donc, 3 décennies de stabilité. Maintenant, ce que je fais, c'est en quelque sorte réfléchir, waouh, quand je suis allé à Moscou en 1972, j'espérais qu'il y aurait une détente, un rapprochement, que Moscou et Washington verraient leurs intérêts mutuels favorisés par une relation décente. Et cela a connu des hauts et des bas. Mais finalement, quand Gorbatchev est arrivé, encore une fois, James Jesus Angleton et ces gens-là disaient « Ce n'est qu'un communiste rusé ». Eh bien, nous savions que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, certains d'entre nous. Je faisais un compte-rendu au secrétaire Schultz, au secrétaire Weinberger, au conseiller à la sécurité nationale. Et lorsque Ronald Reagan se réveillait tôt le matin, assez tôt pour que je le briefe aussi, mais la plupart de ses conseillers, y compris le président des chefs d'état-major interarmés, on m'a donc dit « Oui, ce Gorbatchev est vraiment sérieux. Voyons ce que tu peux faire. » Pour faire court, en 1987, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été signé. Et c'était sans précédent parce que Gorbatchev a dit à Reagan « Écoutez, nous n'avons pas besoin de ces SS-20, missiles balistiques à portée intermédiaire, et vous n'avez pas besoin de ces Pershing II. » En ce moment, si nous nous en débarrassions, nous aurions les habituels 30 ou 35 minutes d'avertissement préalable en cas d'incident suspect. Alors débarrassons-nous-en. Ensuite, Reagan est venu nous voir et il a dit « Mon Dieu, pouvons-nous vérifier cela? Doverei, no proverei, d'accord? Faites confiance, mais vérifiez. » Et nous avons dit « Oui, nous pouvons. » Et comme vous le savez, mon collègue Scott Ritter a dirigé la première équipe chargée de surveiller pendant 2 ans le démantèlement en morceaux, de certains de ces principaux missiles balistiques intercontinentaux que possédaient les Russes. Et bien dans ce cas, il s'agissait de missiles de portée intermédiaire. Voilà donc le contexte d'où je viens, et maintenant nous avons Biden qui arrive. Et malgré Obama, les gens oublient que Biden était vice-président. A-t-il jamais parlé à Obama? Obama était réaliste. Ce qu'il a dit, c'est « Écoutez, nous devons faire attention à ce que nous considérons comme nos intérêts existentiels. L'Ukraine n'en fait pas partie. Pour la Russie, oui, d'accord? Et donc la pire chose, je cite Obama, la pire chose que nous pourrions faire serait de donner à l'Ukraine l'idée qu'elle pourrait gagner une bataille contre une Russie bien supérieure. Donc, pas d'armes offensives, compris? Pas d'armes offensives, cela a beaucoup de sens, mais d'abord,
Trump est arrivé, il a commencé à fournir des armes offensives, puis Biden est devenu fou avec ça. Alors qu'avons-nous maintenant? Nous avons un nouveau Trump. Et le nouveau Trump dit, je veux établir une relation décente avec la Russie. Et la première chose que je veux faire, c'est me débarrasser de l'Ukraine. Je veux la paix en Ukraine. Et Poutine et ses conseillers se disent, mon Dieu, pensez-vous qu'il soit sérieux? Eh bien, testons-le. Ce qui s'est passé, bien sûr, for the awesome utøgne brafester step of road. Ils l'ont déjà fait une fois. Ils vont le refaire le 2 juin, si l'Ukraine, comme ils s'y attendent, doit accepter de rencontrer la délégation russe, qui a préparé, comme cela avait été exigé lors de la première négociation, un document exposant ses conditions pour la résolution de ce conflit. Pour actualiser la situation, Nebenzia, l'ambassadeur russe à l'ONU, a pris la parole à 10 heures, donc il y a seulement 1 ou 2 heures, et il a donné un compte-rendu vraiment intéressant de ce qui va se passer. En résumé, plus d'accords de Minsk. Maintenant, qu'était Minsk? Minsk était un accord du Conseil de sécurité approuvé à l'unanimité, qui comprenait un cessez-le-feu, mais les Ukrainiens ne l'ont jamais respecté. Il prévoyait également que les régions pro-russes ou russophones d'Ukraine bénéficient d'un certain degré d'autonomie. Cela ne s'est jamais produit. Et pire encore, Glenn, et je vais conclure là-dessus, pire encore, c'était Merkel d'Allemagne et Hollande de France qui dirigeaient ces pays à l'époque. Tous deux ont dit, Merkel, c'est une citation, « Nous avons simplement considéré cela comme une tactique de temporisation parce que l'armée ukrainienne n'en valait pas la peine, ne valait pas grand-chose lorsque nous avons changé le gouvernement à Kiev. » Elle n'a pas dit quand nous l'avons changé, mais quand le nouveau gouvernement est arrivé à Kiev, d'accord? Et nous avions besoin de temps pour renforcer. Regardez-les maintenant. Regardez-les maintenant. Donc oui, nous avons mené les Russes en bateau pendant 7 ans. C'est ce que nous avons fait. Et elle le dit publiquement, tout comme Hollande. Aujourd'hui, Nebenzia dit beaucoup de choses, mais la chose la plus importante qu'il ait dite, avec le plus d'insistance, c'était bien, qu'est-ce que c'était déjà? J'ai pris quelques notes. Ce qu'il a dit exactement, c'était... Exactly what he said was... I can't read my own handwriting. What he said was no. Je n'arrive pas à relire mon écriture. J'ai déjà dit qu'il n'y a plus d'accord de Minsk. C'est terminé. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que, quoi qu'il arrive lundi, si les Ukrainiens continuent d'être complètement obstinés et n'ont aucun mémorandum à partager avec les Russes, alors il va y avoir un grain de sable dans l'engrenage parce que Trump va devoir décider, eh bien, que fait-il maintenant? Et ce qu'il fera se fera en coopération avec les Russes. C'est sans précédent ces dernières décennies, pas sans précédent de mon temps, ils se parlent. C'est ce que Lavrov souligne. Écoutez, vous savez, à l'époque, enfin, pas à l'époque, pendant Biden, on ne se parlait pas. Je n'arrivais pas à faire en sorte que Tony Blinken s'arrête, ne serait-ce qu'un instant. Eh bien, il a voyagé partout dans le monde et il m'a parlé. D'accord? Donc maintenant, ils se parlent entre eux et Lavrov dit, écoutez, si ces sujets surgissent, nous avons une façon de parler franchement. Je veux dire, nous avons une façon d'aborder les vraies questions. Et nous n'avons pas à réagir à chaque fuite dans la presse sur à quel point notre président, Poutine, est dangereux, stupide ou fou. Désolé d'être si long. Mais je pense qu'il faut ce contexte pour comprendre qu'il s'agit d'un jeu plus vaste. La Russie et les États-Unis veulent établir une relation décente. L'Ukraine est le point focal en ce moment, mais cela s'inscrit dans ce contexte. Et les États-Unis et la Russie essaient ensemble de trouver une sorte d'arrangement qui ne soit pas une défaite totale pour les Ukrainiens. Medvedev, l'ancien président, a déclaré cette semaine, « Eh bien, vous savez, vous parlez de ce qui va se passer,
eh bien, cela pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Si vous savez, lorsque nous avancerons et prendrons le contrôle de presque toute l'Ukraine, et que les gens demandent, eh bien, que va-t-il se passer? La Troisième Guerre mondiale si vous continuez à fournir des armes. Je vais m'arrêter là. Il est important de noter que Poutine ne veut pas faire cela, d'accord? Il ne veut pas occuper l'Ukraine, presque toute l'Ukraine. Il veut un accord. Il voit un négociateur. Il voit un négociateur dont il dit, après toutes ces trahisons, Minsk et les autres, après toutes ces trahisons, Poutine a, eh bien, le courage de dire, ce type est sérieux, je vais traiter avec lui. On peut lui faire confiance. Waouh, il n'y a pas eu de confiance entre les États-Unis et la Russie depuis très longtemps. Alors maintenant, de l'autre côté, en ce qui concerne Trump, il est vraiment en difficulté avec tous ces néoconservateurs qu'il a été forcé d'intégrer à son équipe, mais il les écarte à tour de bras au NSC et ailleurs. Donc je pense que si Trump est autorisé à avancer et dit simplement « Écoutez, ils ne vont pas me faire le coup cette fois, comme ils l'ont fait la dernière fois. Je vais établir une relation décente avec la Russie. » Il y parviendra. Cela prendra encore plusieurs mois et il devra affronter cette terrible opposition qu'il subit de la part de Kellogg et même de certains membres de sa propre équipe, bon sang, qui ont des attentes complètement irréalistes et même des idées fausses concernant l'économie russe en difficulté, l'efficacité des sanctions et le fait que des millions de soldats russes seraient tués. Où vont-ils chercher tout ça? Je n'en sais rien. Je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Plus question des accords de Minsk en reprenant ce point, car c'est aussi l'impression que j'ai de Moscou, mais aussi de ce que cela représente, à savoir qu'ils veulent une véritable fin à cette guerre. Ce que Minsk représentait, c'était un cessez-le-feu temporaire pour modifier la situation sur le terrain et relancer la guerre dans des conditions plus favorables à l'OTAN. Donc encore une fois, je pense que c'est pour cela que les Russes s'opposent si farouchement à un cessez-le-feu. Parce qu'on ne fait même plus semblant de dire qu'il s'agit d'un règlement politique pour résoudre le conflit. Il s'agit juste de le geler. Nous disons que nous utiliserons ce temps pour augmenter la production industrielle, envoyer plus d'armes, stabiliser les lignes de front. Et du point de vue russe, que se passe-t-il si les combats s'arrêtent? En Europe, on entend maintenant ces slogans disant que si Poutine voulait vraiment la paix, il arrêterait de se battre. Mais dès que les combats cessent, pour quelle raison au monde, les Européens et Zelensky accepteraient-ils de faire des concessions en matière de neutralité et de changements territoriaux? Encore une fois, cela devrait relever du bon sens. Mais ce qu'ils exigent vraiment, après toutes ces années et toute cette destruction, c'est la nécessité d'un véritable règlement politique qui mette fin à tout cela. Cependant, je voulais savoir ce qui est en jeu ici. Parce que vous avez aussi mentionné que les Russes et les Américains ont des intérêts qui vont au-delà de cette situation. En effet, ils aimeraient surmonter le conflit en Ukraine et plus largement en Europe, afin de pouvoir réorienter leurs priorités. Donc encore une fois, concernant l'orientation du monde, comment en est-on arrivé à cet effort de reléguer l'Ukraine au second plan? Qu'est-ce qui est en jeu ici? Que veulent les Américains vis-à-vis de la Russie? Eh bien, le contexte ici, bien sûr, c'est qu'il existait autrefois une relation triangulaire. La Russie, les États-Unis et la Chine. À mon époque, c'était en quelque sorte un triangle équilatéral. Comme je l'ai déjà souligné, Kissinger et Nixon ont profité à l'époque des inquiétudes soviétiques concernant la Chine, qui risquait de prendre de l'avance dans ses relations avec les États-Unis. Eh bien, même des gens comme Kissinger ont écrit et dit plus tard, « Écoutez, on dirait que les Chinois et les Russes commencent à se rapprocher, et ce serait le pire. Ce serait terrible. » Brzezinski l'a dit, même ses partisans les plus durs ont dit, « Pour l'amour de Dieu, ne les poussez pas à s'allier. »
Et c'est exactement ce qu'Obama, Trump et Biden ont fait. Pas le Trump actuel. Il n'est pas coupable de cela. Mais les autres le sont, et maintenant, au lieu d'un triangle équilatéral, nous avons un triangle isocèle, si vous vous souvenez de votre géométrie, avec les grands côtés, la Russie et la Chine, et les États-Unis du côté le plus court, ou du triangle si vous préférez. Je veux dire, c'est vraiment assez remarquable. C'est désormais 2 contre 1. Et c'est ça l'équation stratégique. C'est simplement que la Russie et la Chine rassemblent en quelque sorte le reste du Sud global et les membres des BRICS. Le basculement a déjà eu lieu. Je ne dirais pas encore que c'est un monde multipolaire. C'est encore un monde bipolaire. Ce sont les États-Unis et leur prétention à être indispensables ou même, indispensables. Et le reste du monde qui dit, bon d'accord, vous l'étiez. On voyait bien que vous étiez des archicolonialistes comme ces autres là-bas en Europe de l'Ouest, mais vous n'êtes plus indispensables. Nous avons le peuple, nous avons maintenant le PIB, nous avons tout. Alors prenez-en note. Maintenant, les gens de Trump, qu'est-ce que vous avez? C'est juste que Trump est en grande partie son propre homme, non? Et il a Witkoff, et ils disent, eh bien, on peut négocier là-dessus. Et l'autre élément, Glenn, que j'ajouterais, c'est que nous savons qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre Poutine le 20 mai, si ma mémoire est bonne. C'était un essaim de ces véhicules sans pilote, et ainsi de suite. Et le commandant de l'armée de l'air dans cette région, il volait en hélicoptère vers Koursk, a dit, vous savez, nous avons pu en abattre la plupart, mais il était dedans. Il était dans l'hélicoptère et c'est à quel point ils étaient proches. Donc il y a ça. Maintenant, comme nous le savons, il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Trump avant même qu'il ne soit élu. Ce que je veux dire ici, c'est que ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? Ce sont des personnes, chacune sachant que lui-même ou son homologue pourrait ne pas rester longtemps en vie, littéralement, d'accord? Je pense que du côté de Poutine, il voit une dimension historique à tout cela, et il voit un homologue en Amérique. Cependant, quel est le mot? Peu importe à quel point il est fou selon ses critères. Peu importe à quel point il est imprévisible ou dispersé. Je suppose que imprévisible est le mot que les Russes utilisaient il y a longtemps, disant qu'ils préféraient Biden parce qu'il était prévisible. C'était évidemment une grosse blague. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'ils disent, c'est que ce type non seulement semble vouloir conclure un accord ici, mais malgré toute l'imprévisibilité et toute la rhétorique, toutes ces bêtises qu'il raconte, tu sais, en så är det Maverick Morgenals. C'est notre meilleur espoir blanc, pour ainsi dire, d'accord? Et donc il se peut qu'il ne reste pas longtemps non plus. Voyons donc si nous pouvons conclure un accord. Les Européens de l'Ouest ou les Européens, tu sais, ils n'aident pas du tout, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et nous sommes convaincus, Poutine dirait, nous sommes convaincus, Trump, qu'ils ne comptent vraiment pas, alors méprise-les. Quand ils arrivent, comme ils l'ont fait il y a environ 3 semaines, ah, voici notre plan. Et il y avait des signes que Kellogg et peut-être même Rubio étaient derrière ça, étaient impliqués dans ce plan. Voici le plan. Cessez le feu immédiat pendant 30 jours. D'accord? Immédiat, ok? Sinon, et le sinon, ce sont des sanctions écrasantes, n'est-ce pas? Et d'ici lundi, il faut que ce soit fait d'ici lundi. D'accord. Ils ont dit ça vendredi. J'étais à Moscou à ce moment-là. Je rentrais chez moi en avion, alors que beaucoup de journalistes venus assister aux célébrations de la victoire à Moscou étaient encore sur place. Et là, la prochaine chose que je sais, c'est que Poutine dit « Hé, rassemblez tous les journalistes, je veux faire une conférence de presse. » Oui, Monsieur le Président, il est 2 heures du matin. Amenez-les ici. Alors Poutine dit « Écoutez, je vais envoyer la délégation à Istanbul jeudi, d'accord? Mettez ça dans votre pipe et fumez-le.
D'accord, ce sera une bonne délégation. Nous voulons vraiment régler ça par la négociation. Le lendemain, que fait le président Trump? Eh bien, il a le choix. Il peut soit soutenir Kellogg, Rubio et les Européens, soit soutenir Poutine. Que fait-il? Il dit, je pense que M. Poutine a une excellente suggestion. J'espère vraiment que Zelensky et tous les autres iront à Istanbul jeudi, d'accord? Waouh! Donc c'est comme ça que le jeu se joue. Cette fois, ce sont deux, en l'occurrence Poutine et Trump, contre les Européens et contre certains opposants en Russie. Tu dois sans doute mieux connaître les opposants en Russie, mais si on me demandait, y en avait-il? Je dirais oui, il y en a. Et à quoi s'oppose-t-il? Il s'oppose bien sûr à l'OTAN, mais aussi à la lenteur du processus. Bon sang. Pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour toutes, ce que les Russes sont capables de faire? Et chose intéressante, Poutine lui-même a évoqué cela dans un grand discours. Il a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens dans mon administration qui disent, pourquoi ne pas aller plus vite? Ils aimeraient que nous allions beaucoup plus vite, mais ici tout se passe bien. Et en réalité, c'est le cas. Mais je voudrais insister encore une fois sur l'élément temps. Je pense que les deux présidents, Trump et Poutine, ont le sentiment que personnellement, ou que leurs homologues n'en ont plus pour longtemps, que pour la première fois depuis des décennies, vous avez des présidents prêts à négocier, d'accord? Et que l'Ukraine est tout à fait négociable une fois qu'ils auront maîtrisé les Ukrainiens, soit en les maîtrisant, soit en montrant qu'ils sont irrémédiablement stupides. Et puis bien sûr, Trump a la possibilité de dire « Eh bien, regardez, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé avec Poutine et ça n'a pas marché. Donc d'accord, les Européens, vous allez aider l'Ukraine, nous on s'en va, bonne chance, voilà, bonne chance, c'est possible. » Tout dépend de ce qui se passera lundi et dans les jours et semaines qui suivront. Et je dis, vous savez, que cet élément temporel est vraiment salutaire, parce que sinon, Poutine n'est absolument pas pressé, d'accord? Pas pressé du tout. Ils avancent de manière très délibérée, mais efficace, sur toute cette ligne de front de 800 km. 800 km, non, combien est-ce? La ligne là-bas entre la ligne de bataille. Ils avancent très bien. La seule urgence temporelle qu'il ressent, à mon avis, c'est que, vous savez, si des gens comme Motz en Allemagne prennent le pouvoir en Europe, et qu'il arrive quelque chose à Trump, ou qu'il soit dépassé par ses troglodytes, alors cette fenêtre d'opportunité se refermera, et il faudra à nouveau se tourner vers l'Est et abandonner tout espoir de parvenir à une relation viable avec les États-Unis, ainsi qu'avec le reste de l'Europe. Pourtant, si disons, Trump parvenait à conclure un accord acceptable pour la Russie, même s'ils sont très éloignés de la Russie, notamment l'Europe et Zelensky, mais aussi les États-Unis en dehors de Trump, Trump serait-il capable de vendre une telle paix à sa propre classe politique? Car plus tôt, vous avez mentionné que pendant la guerre froide, on partait du principe que les Russes étaient de sales communistes. On ne pouvait faire confiance à rien de ce qu'ils faisaient. Et c'est là une faiblesse clé de la nature humaine. Le monde est complexe. Nous devons faire beaucoup d'évaluations et d'analyses. Alors nous développons ces heuristiques, ces raccourcis mentaux pour interpréter les choses. Et souvent, cela implique de simplifier à l'extrême. Ainsi, tout devient une question de communisme et de capitalisme, ce qui est aussi une mauvaise interprétation fondamentale de toute la guerre du Vietnam. Mais nous faisons la même chose aujourd'hui. Si j'écoute la classe politique en Europe, elle ne communique qu'avec ce langage. Oh, ils sont autoritaires, impérialistes. Nous sommes des démocraties éprises de liberté. Cela rend donc difficile d'accepter quoi que ce soit venant de la Russie. J'ai parlé avec le Jack Matlock l'autre jour, enfin il y a quelques semaines, et j'ai trouvé un point particulièrement fascinant.
Vraiment fascinant. Il racontait comment, lorsque lui et Reagan ont décidé qu'ils devaient commencer à discuter avec les Soviétiques, essayer de négocier et voir s'il était possible de trouver une paix pour mettre fin à la guerre froide. La première chose qu'ils ont dû affronter, c'était une opposition très féroce venant de leur propre rang, de la classe politique américaine. Parce qu'encore une fois, ils avaient complètement adhéré à cette idée que les Russes ne veulent pas la paix, qu'ils cherchent simplement un point faible dont ils pourraient profiter avant d'avancer davantage. Et c'était le genre de rhétorique que tout le monde devait accepter et intérioriser s'il voulait avoir une quelconque légitimité politique à Washington. Je veux dire, on ne peut pas se promener à Washington en disant que les Russes sont raisonnables comme nous, comme Kennedy l'a suggéré. Vous savez, il a fini assassiné, donc ce ne peut pas se voir. Et donc, ils finissent tous par adopter les mêmes slogans. Et oui, cette manière irrationnelle de présenter tout comme une lutte entre le bien et le mal. Donc oui, ma question est un peu longue, mais elle se résume à ceci. Est-il réellement possible pour la classe politique américaine d'accepter cela? Parce que je sais pertinemment que les Européens ne le feront pas, mais comme vous l'avez dit, cela n'a pas vraiment d'importance. Je pense que si les États-Unis prennent une décision, les Russes sont d'accord et ils peuvent faire pression sur Zelensky. Et encore une fois, ce sont les Américains qui financent cette guerre, donc ils peuvent tout arrêter. Donc tout cela est possible. Ils peuvent ignorer les Européens. Mais la vraie question, c'est ce que Trump, à mon avis, peut faire au sein de son propre camp. Pensez-vous qu'il devra suivre le même chemin que Matlock et Reagan, en affrontant d'abord les siens? Oui, c'est incroyable d'y réfléchir, mais c'est tout aussi grave que pendant l'ère McCarthy. J'étais vivant à l'époque de la prestation du sénateur McCarthy. J'étais adolescent, mais j'entendais souvent des disputes très animées chez moi dans mon salon, alors que mon père se disputait avec plusieurs de ses collègues pour savoir si McCarthy avait raison ou tort. Et tout était en faveur de McCarthy. Dans mon petit milieu, le cardinal Spellman disait qu'il avait raison. Vous voyez, waouh. Ce genre de choses, cette obéissance aveugle aux autorités qui, vous savez, ne connaissent pas grand-chose à la situation. Donc le macartisme est vraiment puissant. La russophobie est vraiment forte. J'ai une anecdote intéressante à partager. J'étais à Moscou avec Oliver Stone. Et cela m'a permis de rencontrer des responsables vraiment haut placés. D'accord? C'était pas le président, mais c'était quelqu'un de très proche de lui. Et il se tourne vers moi lors de ce dîner auquel il nous avait invités, et il me dit, « Monsieur McGovern, vous êtes un spécialiste de la Russie. Vous connaissez bien la langue, vous parlez beaucoup. Pourquoi n'avez-vous pas de haine envers les Russes? » Et j'ai répondu, « Oh. » Et j'ai pensé, eh bien à mon époque, à la fin des années 50 et au début des années 60, quand j'étudiais la langue russe, la culture russe, la littérature russe, la musique russe, l'histoire russe et la société russe, on m'a pas appris à détester les Russes. Certains étaient des émigrés, d'autres des réfugiés, mais tous aimaient la langue russe. Ils aimaient tous la vieille Russie. Vous savez, ils étaient très prudents. Nous avions une grammaire russe simplifiée. C'était la seule chose à partir de laquelle ils pouvaient enseigner. Et l'un des chapitres mettait en scène les kolkhosiens, les travailleurs des fermes collectives, en train de laver leur voiture le samedi. Cela rendait mes professeurs fous. Laver leur voiture. C'étaient les plus démunis, des paysans qui n'avaient rien, et ils lavaient des voitures. Donc, ils étaient attentifs à toute la propagande, mais ils nous ont appris des choses sur la Russie. Et ce n'était pas comme à Harvard ou Yale, où il y avait Richard Pipes et Zbigniew Brzezinski, des Polonais qui avaient bu la russophobie avec le lait de leur mère. Vous voyez? J'en ai donc bénéficié.
J'ai essayé d'expliquer cela en quelques phrases à ce type. Et il a dit, « Ah, donc tu ne détestes pas la Russie ?» J'ai répondu, « Non, je comprends la Russie. Et vous savez, je ne sais pas si je l'ai ici, mais il y avait un badge en Allemagne quand j'y étais il y a environ 6 ans. Il était écrit « Putin verstehen », d'accord? Il y a une photo de Poutine et il est écrit « Putin verstehen ». Or, verstehen en allemand signifie « comprendre », d'accord? Donc un Putin versteher est quelqu'un qui comprend Poutine. Alors j'ai dit à mon ami, « Waouh, regarde, donne-m'en un ». Il m'a répondu, « Non, 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 ne porte pas ça. Pourquoi? C'est péjoratif, c'est horrible. Ça veut dire que tu es dans la poche de Poutine, putain versteher. Mais comprendre, encore une fois, comprendre est aussi interdit, d'accord? D'accord? C'est à quel point la situation est mauvaise. De nos jours, c'est la pire insulte qui soit, n'est-ce pas? Comprendre son adversaire, c'est vraiment déroutant. Je me souviens que lorsque j'enseignais les études de sécurité et la stratégie, d'abord en Australie puis plus tard en Russie, je soulignais toujours ce point. N'haïssez pas vos adversaires. Dès que la haine entre en jeu, l'analyse que vous produisez sera très très médiocre, surtout si la réponse à chaque question devient « oui ». Le conflit existe parce que l'autre camp est tout simplement très très mauvais. C'est très dangereux, mais il est très courant de tomber dans ce piège. Et c'est ça, la grande réalité ici. Les médias, ce que j'appelle le MICIMAT, le complexe militaro-industriel, parlementaire, du renseignement, des médias universitaires et des think tanks. MICIMAT rime un peu avec Mickey Mouse, donc vous pouvez vous en souvenir, d'accord? C'est ce qu'est devenu le MIC, le complexe militaro-industriel, depuis qu'Eisenhower nous a mis en garde à son sujet. Et ce qu'Eisenhower disait à l'époque, c'est que le seul antidote, la seule façon de contrer l'expansion du pouvoir du MICIC, du complexe militaro-industriel, c'est d'avoir une population bien informée, une citoyenneté bien informée. Et nous n'avons plus cela aujourd'hui. Et cela se manifeste de toutes sortes de façons. Ray, tu vas en Russie. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ça, tu sais? Et voici une petite chose, Angela Merkel, que j'ai mentionnée plus tôt, coupable d'avoir roulé les Russes sur les accords de Minsk, eh bien, elle a dû se défendre il y a un mois. On lui a dit, « Ah, tu es une putain de verster ». Et elle a répondu, « Eh bien, attendez une seconde. Je m'oppose à cela. Comprendre n'est pas une mauvaise idée si vous voulez traiter avec votre partenaire. Donc si je suis une putain verster, eh bien, je ne prends plus ça comme une insulte. Donc les Allemands, tu sais, les Allemands sont même des victimes pires d'un média captif que les États-Unis, si tu peux le croire. Je connais un peu l'Allemagne, j'y ai vécu 5 ans, d'accord? Ils sont en mauvaise posture et il y a très peu de lueurs d'espoir. Mais il existe un parti, appelé non manquant, qui pense avoir obtenu 5% des voix lors des dernières élections et que ce résultat a été dilapidé par d'autres qui ne voulaient pas qu'ils aient une part au gouvernement. Ils ont actuellement une affaire devant les tribunaux. Il est tout à fait possible qu'ils obtiennent leur part de 5%. Et alors, le gouvernement devra gérer cela d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, si je mentionne cela, c'est parce qu'il y a une femme vraiment sérieuse et courageuse dans l'entourage de Sarah Wagenknecht. Elle s'appelle Sevim Dardelen. Et elle l'a formulé ainsi. Les médias en Allemagne sont tellement mauvais. Elle a dit, écoutez, notre premier devoir est de ne pas nous laisser abrutir par ce royaume de mensonges. D'accord, donc, c'est notre premier devoir, Pflicht, de ce royaume de mensonges, Kingdom of Lies. D'accord? C'est notre premier devoir face à ce royaume de mensonges, de ne pas nous laisser rendre idiots, nicht dumm machen zu lassen. D'accord? Eh bien, cela résonne particulièrement aujourd'hui, et il y a beaucoup d'agitation en Allemagne. Je cite Sevim Dardelen parce qu'elle me donne beaucoup d'espoir.
Il existe un esprit allemand latent, capable de regarder l'information et de l'assimiler de façon à comprendre que ce que fait ce type, Merz, n'est pas seulement dangereux, mais vraiment stupide. Nous avons une version allemande de cela dans ce pays, en Norvège. Lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine, notre ancien ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense a déclaré « Ce n'est pas le moment de comprendre, c'est le moment de condamner ». Oui, vous voyez ici aussi il n'y a pas de place pour la compréhension, n'est-ce pas? Donc, oui, et cela aboutit à la même chose. Si vous cherchez à comprendre, c'est comme si, en essayant de saisir leur point de vue, ce qui devrait pourtant être le point de départ de toute atténuation de la compétition sécuritaire, cela semble du bon sens. Mais c'est problématique parce qu'une fois que vous comprenez, vous êtes en quelque sorte en train de légitimer. C'est l'idée. Mais bien sûr, il y a une part de vérité. Même s'il y a eu un crime, si vous expliquez pourquoi il a eu lieu pour en tirer des leçons, on peut considérer que vous le légitimez. Mais si vous suivez cette logique, que faites-vous alors? Vous vous contentez de vous appuyer sur la condamnation idéologique. Nous sommes les gentils, ils sont les méchants. On célèbre leurs vertus et on déteste leur agressivité. C'est très... Oui, en effet. J'ai d'ailleurs eu un débat avec elle la semaine dernière parce que je soutenais que, vous savez, l'OTAN, nous avons contribué à provoquer cette guerre. Et elle m'a dit, eh bien, tu es un idiot utile pour Poutine. Comment oses-tu dire une telle chose? Voilà le niveau du débat ici. Je veux dire, on n'a même pas le droit de discuter des préoccupations sécuritaires de ses adversaires. Mais si on en vient presque à célébrer la stupidité et la vertu de simplement condamner l'autre camp, vous voyez, c'est comme les Palestiniens. Condamnez-vous le 7 octobre? Condamnez-vous les Russes? Est-ce que vous appartenez au Parti communiste? C'est vraiment du macartisme, à mon avis. Oui, laissez-moi juste dire, d'où vient Jens Stoltenberg? Il est norvégien. Oui, en fait, oui, c'est pas... Alors, sans vouloir vous offenser, vous avez là des personnages vraiment particuliers qui ne veulent pas comprendre les Russes. Et vous savez, je viens de mentionner Stoltenberg parce qu'il faut le répéter. Stoltenberg n'était pas le plus malin, disons-le. Donc, il s'adresse au Parlement européen il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans, et il dit, écoutez, Poutine ne voulait aucun élargissement de l'OTAN. Et il a dit, si vous continuez à essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, nous serons obligés d'envahir. Et donc nous avons dit non. Et donc il a envahi. Et nous avons eu l'élargissement quand même, avec la Finlande et la Suède. Ah ah ah! Oh mon Dieu, 1 million de morts en Ukraine alors qu'il y avait un accord en avril 2022. Et ce type, sans vouloir offenser, certains de mes meilleurs amis sont norvégiens. Oh, je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est pas l'un de nos meilleurs. Mais voilà. Et vous savez, si vous regardez l'histoire et cette affaire concernant l'Ukraine et l'OTAN, vous avez mentionné Jack Matlock. C'est un très bon ami à moi. Nous avons lutté ensemble pour convaincre Nixon et Kissinger qu'il était possible de traiter avec les Russes, d'autant plus qu'ils avaient peur des Chinois. Et il a joué un rôle déterminant pour m'emmener à Moscou pour la signature du traité. Lorsque Bill Clinton, qui a été le premier à violer cet accord de ne pas déplacer l'OTAN d'1 pouce vers l'Est, a proposé de le faire, il y a eu des auditions. À cette époque, on organisait des auditions, d'accord? Et ils ont effectivement invité Jack Matlock. Et il a dit, c'est insensé. George Kennan vient de dire que c'est insensé. Tous ceux qui s'y connaissent disent que c'est insensé. Ça va mener à la guerre avec la Russie ou au moins au démembrement de l'Ukraine. Maintenant, Jack m'a dit, il a fait une présentation éloquente. Oui, je l'ai vu. Il a fait une présentation éloquente. Et puis une fois que c'était fini, les membres du personnel de cette commission sont venus le voir et lui ont dit,
Ambassadeur Matlock, nous sommes entièrement d'accord avec vous, mais c'est une question politique. Clinton veut obtenir ses voix dans le Midwest. Il a peur que Dole puisse aussi les obtenir. Alors il s'adresse aux Européens de l'Est. Donc, laissez tomber. Vous avez raison, mais vous ne changerez pas d'avis. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Maintenant, Poutine lui-même a reconnu que la politique étrangère américaine est le produit de la politique intérieure des États-Unis. Donc il sait tout cela, et pourtant, il tente une dernière fois avec Trump de voir s'ils peuvent éviter d'avoir à occuper, comme le menace Medvedev, presque toute l'Ukraine. L'autre point que je voudrais souligner ici concerne le fait que, eh bien, vous savez, les Russes ne s'arrêteront jamais. Tu le sais, Glenn, tu l'as entendu plusieurs fois. Biden, penses-tu que les Russes vont s'arrêter en Ukraine, qu'ils vont aller en Pologne, qu'ils vont monter jusqu'aux États baltes? Non, ils vont pas s'arrêter. Allons. Eh bien, les Russes se sont déjà arrêtés, et les Américains ne le savent pas. Les Russes se sont arrêtés en mars ou avril 2022, 6 semaines après le début de la guerre, en échange de l'arrêt des tentatives d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Ils ont proposé un cessez-le-feu. Ils ont proposé de ne pas prendre de territoire ukrainien. C'était un accord, il a été signé. Il a été signé par Medinsky, le type qui reprend ces négociations maintenant et contre qui les services secrets ukrainiens envisagent de faire du mal à sa femme ou à ses enfants. Bref, donc il a été paraphé. Avons-nous le texte de cet accord? Nous avons presque tout le texte. Oui, c'était un véritable accord. Même, comment s'appelle-t-elle, Fiona Hill? Elle reconnaît que c'était l'accord. Que s'est-il passé? Les Russes se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés avant Kiev. Ils ont retiré quelques troupes en signe de bonne volonté. Et puis Boris Johnson est intervenu. Maintenant, il faut me croire, les négociateurs ukrainiens l'ont dit ouvertement aux médias ukrainiens. Oui, nous avions tout l'accord. Et tout à coup, Boris Johnson est arrivé au nom des États-Unis et a dit non, non, continuez à vous battre, d'accord? Donc, ce que je veux dire, de façon détournée, c'est que les Russes s'étaient déjà arrêtés, d'accord? Ils ne voulaient pas toute l'Ukraine. Ils étaient même prêts à s'arrêter avant d'atteindre le Donbass ou quoi que ce soit d'autre. C'était l'accord. Maintenant, l'accord sera très différent parce qu'ils ont été forcés de continuer, d'accord? Maintenant, la Pologne. Y a-t-il un analyste sérieux des affaires étrangères qui dit que les Russes ont des vues sur la Pologne? Eh bien, si on enlève sensible, oui, il y a tout un tas de gens comme Timothy Snyder, professeur à Yale. Les Russes sont déjà allés jusqu'à la Manche. Eh bien, vous savez, tout cela n'est que baliverne. C'est des foutaises, comme diraient les Britanniques. Et pourtant, il y a un grain de sable dans l'engrenage. J'ose dire que si l'on faisait un sondage auprès des Américains aujourd'hui, la plupart diraient « Oui, il faut arrêter Poutine en Ukraine, parce que sinon, la prochaine étape, ce sera la Pologne. Ensuite, les États baltes. » Ils croient à tout ça. Il y a donc une certaine naïveté ici. Et une dernière chose, lorsque un ancien président, et tu l'as aussi mentionné, Glenn John F. Kennedy, lorsqu'il a fait remarquer que, voyez-vous, les enfants russes respirent le même air que nous. Les parents russes veulent la même chose pour leurs enfants. Il y a 8 mois, nous étions proches d'anéantir non seulement les deux pays, mais aussi le reste du monde. Voyons si nous pouvons faire quelque chose. Eh bien, il a agi. Il a envoyé Harriman à Genève avec pour instruction conclure un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires pour l'amour de Dieu. Et Harriman a dit « Oh, le Congrès n'acceptera jamais ça. Mon Dieu, je déteste ça. Fais-le. » Il l'a fait. Le Congrès l'a-t-il approuvé? Eh bien, Kennedy était un bon politicien, d'accord? Il a obtenu l'approbation de ce traité. D'accord?
Donc maintenant, sans tenir compte de ce qui est arrivé à Kennedy, ce n'est pas impossible que Trump, s'il parvenait à un accord raisonnable avec l'Ukraine et la Russie, voit les Lindsey Graham ravaler leur fierté et l'approuver. Cela s'est déjà produit, il y a longtemps. C'était en 1963, bon sang. Je me trahis sur mon âge, mais j'y étais. Je travaillais à la CIA à l'époque. Et j'y voyais un grand espoir, d'autant plus que Kennedy avait pris 2 décrets. L'un pour retirer 1000 soldats du Vietnam avant la fin de cette année-là, 1963, et ensuite la majorité des autres d'ici 1965. Bien sûr, il a été assassiné en novembre 1963. Vous savez, Trump a failli être tué 2 fois récemment, enfin, pas si récemment, mais pendant sa campagne. Oui, je pense qu'il est un peu intrépide sur ce sujet et prêt à prendre des risques. Mais comme je l'ai déjà dit, Poutine, tout comme Trump, savent que chacun pourrait vivre sur du temps emprunté. Et c'est une sorte de catalyseur étrange pour passer à l'action. Mais bon, il faut utiliser ce qu'on a. Je pense simplement que la plus grande force de Trump, cependant, est aussi sa faiblesse. C'est sa capacité à dire tout ce qu'il veut. Parce qu'il semble qu'en ce moment, il menace presque les Russes. Je crois qu'ils ont jusqu'à présent détourné le regard, pensant que c'est simplement sa façon de parler. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi une force, car beaucoup des problèmes que nous avons actuellement pour résoudre les questions avec la Russie viennent du fait que tout le monde doit plus ou moins répéter le même discours. J'ai vu par exemple ces reportages de Business Insider CNN affirmant que Poutine se baigne dans le sang de cerf. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien que l'on ne puisse dire sur Poutine, que quelqu'un voudrait contredire. Parce que qui voudrait prendre la défense de Poutine? S'ils disent demain, Poutine mange des enfants, qui va dire non? Personne ne veut être vu comme quelqu'un qui le défend. On se retrouve donc, je pense, dans une sorte de psychose collective, où tout le monde répète des choses dont au fond de nous, nous savons qu'elles ne sont pas vraies. Mais en créant un consensus autour de cette folie, il devient très difficile de parler avec les opposants. J'imaginais que le grand espoir avec Trump, c'était sa capacité à défier tous ces récits et à simplement dire « non, non, ça ressemble à des absurdités ». Vous voyez, il peut dire « oui, l'OTAN aurait-elle provoqué la guerre ». Il peut se permettre n'importe quoi. Je pense que malheureusement, c'est le remède dont nous avons besoin en ce moment. Eh bien, vous savez, Glenn, à ce sujet, il y a environ 3 mois, Trump a effectivement dit « Je peux comprendre pourquoi les Russes ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. » Je veux dire, je peux comprendre ça, c'est juste à leurs frontières, là. Et donc, il a en quelque sorte essayé d'exprimer sa vision de tout cela. Maintenant, les médias vont bien sûr s'emparer de cette déclaration. Et c'est vraiment le principal problème. Mes collègues des Veteran Intelligence Professionals for Sanity et moi-même n'obtenons pas beaucoup de visibilité médiatique. Personne n'en obtient. Et je dirais simplement que lorsque j'ai parlé du complexe militaro-industriel, congressionnel, renseignement, médias, université, think tank, Missimat, la raison pour laquelle j'ai dit médias comme si c'était en majuscule, c'est tout simplement parce que les médias sont la pierre angulaire. Les médias possèdent le reste du Missimat. Alors, est-ce que les médias vont faire quoi que ce soit pour réduire le besoin de toujours plus d'armes toujours plus sophistiquées et d'un budget du Pentagone à 1000 milliards de dollars? Non, ils ne le feront pas. Les organisations de presse ne représentent qu'un dixième des profits de ces méga-corporations qui contrôlent les médias. Donc, il existe maintenant des médias alternatifs et nous faisons quelques progrès. Tu as tout un tas de followers, Glenn. Je suis vraiment content de voir ça. Et avant de conclure, je voudrais juste te demander, tu es allé plusieurs fois en Russie, tu connais bien la Russie, et en fait, si ma mémoire est bonne,
tu as soit dîné avec M. Poutine, soit au moins tu étais dans un petit cercle avec lui. Si je peux t'interviewer maintenant, qu'en as-tu pensé, en gardant à l'esprit que tu pourrais avoir des ennuis avec les russophobes norvégiens? Désolé, mais elle a manqué la question. Oh, la question porte sur le moment où vous étiez dans la même pièce que M. Poutine. Oui, Quelle impression as-tu eue? Et je voulais te donner une porte de sortie pour ne pas répondre, car je ne veux pas que tes collègues norvégiens te pendent, te tirent et te découpent en morceaux. Donc tu n'es pas obligé de répondre. eh bien, non. Je pense que c'est une bonne question, parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Parce que lorsque vous posez la question ici, vous ne pouvez dire que quelque chose de négatif. Mais l'ironie, c'est que même la plupart, beaucoup de dirigeants américains, ont dit des choses très positives à son sujet, vous savez. Clinton a dit un jour que lorsqu'il disait quelque chose, il le faisait. Il ne mentait pas. Cela rendait donc possible la confiance et la coopération. Bush a dit quelque chose de positif dans le même esprit. C'est simplement qu'après le début de la guerre, après l'invasion russe, vous savez, c'est la nature humaine. Personne ne veut entendre la réalité. Tout le monde veut juste entendre que vous avez choisi le bon camp. Êtes-vous avec nous, le groupe d'appartenance, ou avec les Russes, le groupe extérieur? Ils veulent donc simplement entendre de la loyauté. Et votre loyauté s'exprime à travers le récit que vous répétez. Vous devez donc dire, eh bien vous savez, il est maléfique. Et vous devez répéter toutes ces choses. Mais c'est pas le cas. Il n'est pas stupide non plus. Il est très analytique. Il est aussi très poli avec le public. Et il est très bien informé. Il reste assis là pendant des heures à parler. Encore une fois, je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous le détestons en Occident est la même que celle pour laquelle les Russes l'aiment, ou pourquoi il est le dirigeant le plus populaire d'Europe auprès de sa propre population. Il a repris le pays alors qu'il était à genoux. On s'attendait généralement à ce que le pays s'effondre. L'économie s'était effondrée. La société était en train de se désintégrer, avec un nombre de morts qui explosait. L'OTAN pouvait bombarder les Serbes, qui étaient presque leurs alliés les plus proches, et ils ne pouvaient rien faire. Ils ont donc été humiliés. Tout s'effondrait. Tout le monde s'attendait plus ou moins à ce qu'ils suivent le même chemin que l'Union soviétique. Et il arrive, et même au cours de son premier mandat, il a réduit de moitié le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est assez incroyable. Mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce qu'il a bien fait, comment pouvez-vous comprendre ce qui attire les Russes chez lui? Je comprends la pression qui pousse à ne dire que du mal, mais c'est comme dire que Poutine est un dictateur. Une fois que vous l'avez dit, vous vous illusionnez en pensant qu'il n'a pas besoin de l'approbation du reste de la classe politique. Donc je préfère subir les critiques des médias et du milieu universitaire ici, plutôt que de ne pas dire ce que je pense vraiment. Et je pense qu'il est très intelligent. Il a tendance à faire ce qu'il dit. Et non, encore une fois, je ne pense pas qu'il soit sain de raisonner en termes de pour ou contre, parce que je ne veux pas me retrouver à devoir soutenir tout ce que quelqu'un fait. Mais je pense qu'il a accompli beaucoup de choses positives pour la Russie. Et je pense que ça signifie que c'est très négatif pour nous, dans une certaine mesure, parce qu'après la guerre froide, nous avons construit une Europe où tout le monde était censé en faire partie, sauf la Russie. Nous avons essayé de créer une Europe où le seul pays qui ne devrait pas en faire partie est le plus grand pays d'Europe. Il était inévitable qu'une telle situation mène à une crise. Tout le raisonnement, comme l'ont soutenu des personnes comme William Perry et d'autres dans les années 90, était que nous n'avons pas écouté les Russes
parce qu'ils étaient faibles. Tout le monde s'est rendu compte que cela entraînerait des tensions avec les Russes. Qui se soucie s'ils ne font que s'affaiblir? Nos relations avec les Russes consistent à gérer leur déclin. Donc, le simple renforcement de la Russie, le redressement de la Russie, est devenu un problème en soi. Donc non, cela ne veut pas dire que je soutiendrai tout ce qu'il fait. Je pense qu'il y a peut-être trop de pouvoir concentré dans la présidence. Il y a beaucoup de choses à commenter, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a été un bon dirigeant. C'est pourquoi les Russes le soutiennent massivement. En effet, si vous demandez aux Russes, l'une des faiblesses majeures est que trop de stabilité repose sur la longue présidence de Poutine. Que se passera-t-il après son départ? Encore une fois, c'est un enjeu énorme. Et j'aimerais qu'il soit possible de discuter de la présidence de Poutine de manière plus nuancée. Mais encore une fois, comme je l'ai toujours dit à mes étudiants, n'ayez pas de haine envers vos adversaires. C'est très difficile pour les gens de suivre ce conseil. Et ils s'attendent aussi à ce que vous rentriez dans le rang, que vous deviez les détester. Et si vous les détestez, vous ne pouvez rien dire de positif. Je ne sais pas. Je pense qu'il entrera dans l'histoire comme l'un des grands dirigeants de la Russie. Encore une fois, cela ne veut pas dire que je soutiens tout, mais il est important de reconnaître la force de l'autre camp, de l'adversaire, et de ne pas le sous-estimer, car c'est l'élément clé. Comment pouvons-nous penser que nous allons écraser l'économie russe d'ici la fin de la semaine? Comment pouvons-nous penser que nous allons vaincre les Russes sur le champ de bataille avec une armée ukrainienne par procuration? Comment pouvons-nous croire que nous allons isoler la Russie dans le monde, faire en sorte que les Chinois et les Indiens lui tournent tout le dos? Toute cette idée selon laquelle il ne serait qu'une station-service déguisée en pays, nous finissons par nous illusionner nous-mêmes. Nous devons être très honnêtes sur ceux à qui nous avons affaire. Et la Russie est un pays très puissant. Ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils font. Je sais que cela me cause des problèmes, mais je pense vraiment que si l'on définit des critères clairs pour ce à quoi un bon dirigeant devrait ressembler, à quel point il doit être fort, je pense qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour la Russie. Je voudrais simplement ajouter, pour rebondir sur votre point concernant le moment où il a pris le pouvoir, que la Russie était en ruine et que c'était en grande partie de notre faute. Yeltsin a été soutenu par les gars de Wall Street et les universitaires de Harvard qui sont venus et avec les oligarques russes et autres ont pilé l'économie russe. C'est documenté. Lorsque Yeltsin allait perdre c'était quoi? 1996, c'est un secret de polichinelle que toutes sortes d'argent du FMI et d'autres sources ont été injectés là-bas, et apparemment, il a gagné. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que voici un indicateur pour vous. En 1991, si ma mémoire est bonne, ce sont des statistiques de la Banque mondiale, n'est-ce pas? En 1991, l'âge moyen auquel un homme russe mourait était de 63 ans. En 1995, c'était 56 ans. Mon Dieu. Il y avait des gens qui mouraient dans la rue. C'est plus le cas. Voilà. C'est donc une chose que la plupart des Russes, certainement les Russes de ma génération et des plus jeunes, comprennent et lui reconnaissent. Son taux d'approbation est maintenant de 82% d'après le dernier sondage que j'ai vu. 82%, mon Dieu. L'autre chose que je voudrais mentionner, c'est simplement que j'ai eu la chance, la bonne fortune d'être avec Oliver Stone, comme je l'ai dit, et donc on bénéficie d'un traitement spécial. J'étais assis au défilé du 9 mai, juste devant le Premier ministre russe et le président du Sénat russe, et qui sait, peut-être même d'autres personnalités là-bas. J'aurais pu me retourner et leur parler, mais je ne l'ai pas fait. Alors, quel est mon propos ici? Eh bien, regardez Poutine prononcer un discours et la semaine précédente, l'OTAN n'avait cessé de dire
n'allez pas en Russie. N'envoyez personne en Russie. C'est nous qui avons gagné la guerre, pas les Russes. Et notre président a dit, écoutez, nous étions le pays le plus puissant du monde. Alors, nous avons gagné la guerre. Nous avons gagné la guerre haut la main. Eh bien, si j'étais Poutine, et si je n'étais pas aussi calme, froid et posé qu'il l'est indéniablement, j'aurais fait quelques remarques sarcastiques à ce sujet, comme « Combien d'Américains sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ?»« Oh, 440 000. » Combien de Russes? 27 millions. Qui a tué les 2/3 des Allemands? Les Russes. La guerre était-elle déjà gagnée lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit au lieu d'être sarcastique? Il dit « Nous tenons à mentionner à quel point nous sommes heureux et reconnaissants de l'ouverture du second front en Normandie. Il y avait déjà eu des batailles décisives sur le sol russe. Mais cela a été d'une grande aide. Et nous saluons l'esprit de camaraderie qu'avaient les Alliés, et nous avons partagé leur joie. » Oh, je veux dire en termes de, comment dire, cordialité ou grâce, peut-être grâce. Je veux dire, c'est une chose assez gracieuse à dire, compte tenu de tous les abus que tout le monde en Occident avait subis, déversés sur les Russes, en prétendant que, vous savez, les Russes ne faisaient pas vraiment partie de tout cela. Permettez-moi de raconter encore une petite anecdote, et je suis désolé de vous retenir si longtemps, mais lorsque j'étais en Russie pour célébrer le 70e anniversaire de la rencontre sur l'Elbe, le fleuve en Allemagne, ou enfin le 25 avril 1945, j'avais 9 ans, mais je l'ai lu dans un livre d'histoire. D'accord? Ils se sont rencontrés sur l'Elbe, les forces russes, les forces soviétiques et les Américains. D'accord? Eh bien, nous avons planté un petit arbre. Nous avons organisé une célébration à Moscou pour marquer cette occasion. D'accord? On m'a demandé de prendre la parole et j'ai récité un poème russe sur la douleur russe et ça a plutôt bien marché. Et tout à coup, un très grand général soviétique d'environ 1,90 m en uniforme s'approche de moi, vous voyez? Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il me regarde et il dit, Studebaker, 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 puis il me serre dans ses bras avec une énorme accolade d'ours. Ce grand gaillard, et une grande partie de ce public ne comprendra pas ce que cela signifie. Studebaker était un constructeur automobile aussi important que Ford ou General Motors. Ils ont entièrement reconverti leur usine et leur site pour fabriquer des camions et toutes sortes de véhicules pour transporter l'artillerie, les troupes. Ces camions 2,5 tonnes, en fait je les ai utilisés moi aussi dans l'armée, pouvaient grimper des montagnes, traverser la neige. Donc, ce que le général Adamov, c'est son nom, me disait, c'est « Je ne parle pas un mot d'anglais. Je vois que vous compatissez à nos pertes, mais je suis tellement reconnaissant pour les Studebaker. » Voilà ce qu'était le pré-bail. Avons-nous aidé les Russes à gagner la guerre? Bien sûr que oui. Nous avons envoyé, je crois que les chiffres étaient de 150 000 Studebaker, jeeps et camions de 2,5 tonnes, c'est le jargon de l'armée, par l'Iran jusqu'au Caucase du Sud. Et ils sont arrivés là où le lieutenant Adamov combattait avec ses troupes, repoussant et tuant la horde nazie. Donc vous voyez, il y a tant d'exemples de soutien mutuel entre la Russie et les États-Unis. En réalité, la plupart des gens ignorent que pendant la guerre de sécession, et même pendant la Révolution, la Russie a envoyé sa marine pour dissuader les navires britanniques et français d'aider le Sud pendant la guerre de sécession, et d'aider les patriotes à se défendre contre la flotte britannique, étant donné que les États-Unis ne disposaient pas vraiment d'une flotte digne de ce nom. Mais vous savez, il existe ici un tel réservoir de bonne volonté si les gens connaissaient cette histoire. Et s'ils cherchaient aux bons endroits, j'ai un site web, remgovern.com,
Et j'ai publié, il y a 5 ans, un colloque entre Larry Wilkerson et Scott Ritter qui débattait du rôle qu'a joué le pré-buy, la fourniture de Studebakers et d'autres armements dans la victoire. Très bon échange, vous pouvez le voir sur mon site web. Mais ce sont des questions très intéressantes et ce sont des questions que les manuels scolaires américains n'enseignent pas vraiment. Il y a, comme je le dis, un grand réservoir dans lequel puiser la confiance. Et espérons qu'une partie de cette vérité puisse parvenir au public américain et qu'ils puissent dire à leurs amis, « Regardez, Poutine n'a pas de cornes. Il n'est certainement pas un second Hitler. » Si vous cherchez un second Hitler, vous feriez peut-être mieux de regarder du côté de Berlin en ce moment. Il ressemble beaucoup à ce vieux type. Eh bien, je vais m'arrêter là, Glenn. J'espère ne pas t'avoir fait perdre d'audience. Eh bien, la seule raison pour laquelle je n'aime pas la question, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. C'est simplement qu'il y a des conséquences, car il n'y a qu'une seule réponse que l'on est autorisé à donner. Et encore une fois, si l'un de nos horribles journalistes regarde, il y aura un gros titre dans le journal demain. Glenn pense, vous savez que Poutine est un grand dirigeant. Il est pro-Poutine. Il est en fait un traître. Vous voyez, c'est dans cette direction que ça va. Donc je préfère quand on peut établir des indicateurs ou des critères objectifs pour définir ce qu'un bon dirigeant représenterait ou accomplirait. On peut alors faire une analyse objective. Le problème, c'est qu'on a en quelque sorte criminalisé cela ici, ce qui rend très difficile de s'exprimer ouvertement. Juste avant de partir, à propos du pré-buy et des camions, en fait, j'étais en Iran il y a quelques semaines, et cette même route qu'utilisaient les Américains pour acheminer leurs armes vers l'Union soviétique est aujourd'hui en cours de développement en tant que corridor international de transport nord-sud, qui relie l'Iran et l'Inde à la Russie. Il y a donc une certaine continuité historique ici, même s'il y a évidemment aussi des changements. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai déjà pris un peu trop de votre temps, Ray. Alors merci encore. S'ils vous accusent, s'ils disent que vous êtes dans la poche de Poutine, dites-leur, s'il vous plaît, que... Poutine a une autre option pour moi, d'accord? Et il est complètement insensé, voire criminel, de refuser de comprendre son adversaire. J'espère simplement que nous pourrons nous débarrasser de cette folie criminelle. Merci beaucoup, Glenn, de m'avoir laissé parler autant. Eh bien, merci encore. J'espère pouvoir vous reparler bientôt. Merci, merci.